Donc une petite vidéo sur la première partie du chapitre 1 du thème 5, donc thème 5 économie et développement durable. Premier chapitre et seul chapitre, en fait il n'y en a plus qu'un depuis 2013. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? Et donc, pour commencer cette première partie, en fait, on va faire un constat finalement de l'épuisement des ressources naturelles, et puis ensuite, je vais vous présenter en fait ce qu'on appelle les deux concepts de soutenabilité faible et de soutenabilité forte. Donc, premier point, les limites économiques à la croissance. Donc là, je vais juste faire un constat sur l'épuisement de certaines ressources naturelles. Par exemple, le charbon sera épuisé dans à peu près 120 ans, le pétrole 40, le gaz naturel 65 ans. Et puis ici, je vous ai mis d'autres ressources, en fait, le terbium, argent, cuivre, j'aurais pu mettre l'or, les poissons quasiment disparus en 2050 et les animaux sauvages, en 44 ans, il y a 60% des animaux sauvages qui ont disparu. Voilà. Donc en fait, juste pour ce constat, on comprend bien qu'on a de moins en moins de ressources et puis que la faune et la flore ont tendance à finalement se détruire progressivement. Euh, ce qui pose en fait de gros problèmes de soutenabilité et de durabilité en fait de nos modes de croissance économique. Alors ici je vous ai mis une petite référence sur un site internet, hop, c'est celui-là. Et donc en fait, vous voyez, donc on nous présente ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc anthropocène, ça vient d'anthropos, ce qui signifie humain. C'est l'ère dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire l'ère pour laquelle l'homme est finalement responsable du dérèglement climatique provoqué notamment par les activités économiques des hommes. Et si vous regardez bien, depuis 1950, en fait, le dérèglement climatique s'accélère de manière très très forte. Nous sommes sur une courbe exponentielle. Ce que vous avez là, toutes les courbes, on ne va pas toutes les lire, de 1950 à 2000, c'est l'augmentation notamment des gaz à effet de serre, de la population, de la production, etc. Et donc on voit que tout augmente, ce qui pose de gros problèmes donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc de réchauffement climatique, bien évidemment, mais ce qui pose aussi de gros problèmes, on y reviendra par la suite, de l'épuisement en fait des ressources non renouvelables, bien évidemment, mais aussi des ressources renouvelables. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, sur ce site, en fait, vous avez des dates qui sont approximatives, bien évidemment. Euh, mais des dates qui vous montrent finalement que, par exemple, l'argent va finir par disparaître l'année prochaine, l'antimoine en 2022, etc. Alors, ça peut vous paraître lointain tout cela, mais ce sont des matières premières qu'on utilise dans la production des nouvelles technologies, notamment des smartphones, parce que ce sont des conducteurs d'énergie, en fait, tout simplement. Et donc, nous avons, par exemple, dans nos ordinateurs et dans nos téléphones portables de l'or, et de l'or, il y en a de moins en moins. Donc comment va-t-on faire pour produire toujours plus de smartphones alors que nous n'avons bientôt plus de ressources et de matières premières? Donc c'est une vraie question, si vous voulez, c'est pas si loin, c'est pas tellement loin de nous, c'est déjà très proche en termes de temps, et puis ça va avoir des impacts directs en fait sur nos modes de vie et notamment les produits qu'on consomme. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement chez vous le reste. Donc, on a à la fois une augmentation des gaz à effet de serre et un épuisement des ressources naturelles, renouvelables, non renouvelables. Et en fait, si vous voulez, d'après le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, il y a trois scénarios, en fait, trois tendances par rapport à notre modèle de croissance. Le scénario de base, donc là, c'est si on arrive finalement à arrêter tout de suite les émissions de gaz à effet de serre, on aurait en 2050 un IDH, donc indicateur de développement humain que vous connaissez bien depuis le chapitre 1, qui serait en hausse de 19% par rapport à aujourd'hui au niveau mondial. Donc c'est une moyenne, notamment 44% pour l'Afrique subsaharienne. Donc ça, finalement, c'est un scénario parfait où il n'y a absolument pas de problème climatique. Ensuite, on a le deuxième scénario, défi écologique, où vous avez l'IDH mondial qui, en moyenne, va diminuer de 8% par rapport au scénario de base dont on vient de parler, et une diminution de 12% pour l'Asie du Sud et pour l'Afrique subsaharienne. Donc on comprend bien finalement que le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources naturelles va avoir un impact
net en fait sur notre développement et sur notre bien-être, hein, bien évidemment. Et le pire des scénarios, alors accessoirement, c'est plutôt la trajectoire malheureusement que nous sommes en train de prendre, hein, c'est ce qu'on appelle la catastrophe écologique, avec un IDH en 2050 qui serait inférieur de 15% par rapport au scénario de référence. Et donc on comprend bien que finalement en termes de santé, en termes d'éducation, ou même encore en termes de croissance économique, c'est-à-dire de richesse, ben finalement en moyenne au niveau mondial, il y a une diminution de 15%, ce qui est absolument énorme. Et encore une fois, on est plutôt pour le moment sur cette trajectoire-là. Donc on comprend bien qu'il y a des défis à relever et en l'occurrence il y a des solutions et les solutions, ben, on va en parler, on va les développer dans cette partie. Donc deuxième, deuxième point du chapitre, bien-être et développement soutenable. Alors on va commencer par une chose toute simple en fait, hein, c'est la définition du développement durable. Après avoir fait le constat, le développement durable, il a été défini lors du rapport Brundtland. Brundtland, c'était une ministre norvégienne, rapport qui s'appelle Notre avenir à tous et qui date de 1987, où nous retrouvons la définition que vous avez probablement déjà dû croiser: développement qui satisfait les besoins de chaque génération, donc ça c'est très important, mais cette partie-là, parfois, elle est oubliée dans la définition, à commencer par ceux des plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Donc en fait, si vous voulez, derrière cette définition, on retrouve trois piliers du développement durable. Donc on y va pour les piliers derrière cette définition. Développement qui satisfait les besoins de chaque génération. D'accord. Ça, en fait, c'est l'aspect économique. Hein, d'accord. Donc, il faut produire des richesses pour pouvoir répondre à des besoins. D'accord. Pour chaque génération. Donc, on a un pilier économique. Ensuite, à commencer par ceux des plus démunis. Là, on a un pilier social. C'est-à-dire qu'en fait, le développement durable implique, en quelque sorte, de la redistribution des richesses, notamment des pays les plus riches vers les pays les moins riches. Voilà. Donc le développement durable passe par une meilleure répartition, une meilleure redistribution de la richesse, et enfin, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Ça, c'est l'aspect écologique, environnemental, c'est-à-dire qu'en fait, on doit préserver un certain stock de capital naturel, ou en tout cas, on doit conserver un certain stock de ressources permettant aux générations futures de pouvoir produire des richesses qui répondront à leurs besoins. Donc il y a trois piliers en fait au développement durable: un pilier économique, un pilier social et bien évidemment le pilier environnemental. Alors, ceci nous emmène au document 2 que vous avez ici, qui est tiré d'un rapport de Joseph Stiglitz de 2012 qui s'intitule Inclusive Wealth Report. Et là, en l'occurrence, dans ce document, on nous montre qu'il y a 4 capitaux finalement. Hein. Ces 4 capitaux, il va falloir les maintenir pour pouvoir parler de soutenabilité. Vous allez voir qu'en fait, les concepts de soutenabilité faible et de soutenabilité forte, qui sont au cœur de cette première partie finalement de notre chapitre, ces concepts sont fondés sur ces 4 capitaux, d'accord, qu'on va développer progressivement. Donc il y a le capital naturel, le capital social, le capital humain et le capital physique. Et en fait, vous les connaissez quasiment tous. Le seul, entre guillemets, qu'on n'a pas encore vraiment développé en classe, c'est le capital naturel. Et vous voyez, dans ce schéma, en fait, on nous explique que les 4 capitaux vont permettre de produire des richesses. Ces richesses, ces mêmes richesses produites, vont engendrer des dommages qui vont finalement perturber l'environnement et donc le capital naturel. Mais en même temps, cette production va générer des biens et des services qui vont répondre à des envies des ménages. Ces envies, elles sont notamment définies par des normes culturelles. Voilà, en fait, les individus vont consommer en fonction finalement de leur culture. Et tout ça, finalement, ça va répondre à un bien-être individuel, mais aussi à un bien-être collectif. D'accord. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Conclusion de l'histoire, en fait, si ces capitaux se déprécient, c'est-à-dire qu'en fait, si leur somme est de moins en moins élevée, alors dans ce cas-là, le bien-être sera de moins en moins élevé. C'est ce qui se passe, en fait, clairement, quand on
parle de catastrophe écologique en fait, hein. Tout simplement, ces capitaux-là vont être moins importants, en tout cas leur somme sera plus faible, et donc bah, ça va nuire à notre bien-être, en l'occurrence notamment défini par la notion d'IDH. Bien, alors on va commencer par le premier capital, le capital physique, hein, d'accord, capital physique, donc c'est le capital reproductible ou manufacturé qui correspond aux infrastructures, aux ports, aux machines, aux biens d'équipement, tout ce qu'on a vu finalement dans le premier thème d'économie sur la croissance, hein, ce qu'on appelle aussi donc capital physique, hein, les moyens de production, les biens d'équipement, etc. Et bah, normalement, finalement, hein, dans une économie capitaliste, hein, il y a une accumulation sans cesse du capital. C'est ce qui va permettre notamment d'accroître le produit intérieur brut et donc théoriquement le bien-être. D'accord. Sauf qu'en fait, en réalité, la corrélation entre l'augmentation du produit intérieur brut engendrée notamment par l'accumulation du capital physique, elle ne se traduit pas forcément automatiquement par une augmentation du bien-être. Le bien-être finalement ne se résume pas à une question matérielle, et vous avez cette petite carte dans le document 3 hein, de votre cours qui vous le montre assez bien finalement. Alors globalement il y a une tendance, hein, on va pas se mentir, généralement les pays les plus riches, hein, donc les pays qui ont un PIB parmi les plus élevés au monde, sont aussi les pays avec un haut niveau de bien-être, hein, well-being en anglais, hein, c'est bien-être. En l'occurrence, hein, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Canada, mais regardez, il y a des petites subtilités intéressantes. Si vous prenez l'échelle de couleur ici, hein, donc en foncé c'est haut niveau de bien-être, en jaune c'est plutôt faible niveau de bien-être. Si vous prenez un pays comme la France, hein, on voit bien que la France est par exemple en dessous en termes de bien-être de l'Espagne, hein, en dessous aussi de l'Italie, alors que la France actuellement reste la septième puissance économique du monde. D'accord. Conclusion de l'histoire, c'est pas parce qu'on a un niveau de production et donc encore une fois beaucoup de capital physique accumulé qu'on va forcément être plus heureux que les autres. C'est tout l'enjeu justement de la notion de soutenabilité. Alors, un petit classement par rapport à cette carte, hein. Dernier classement que j'ai pu trouver sur le bien-être, hein. Alors même si il faut apporter toutes les nuances hein, possibles, puisqu'il est très difficile d'évaluer le bien-être, hein. Le bien-être est par définition subjectif, mais bon, ça reste quand même des indicateurs qui peuvent nous donner quelques informations. Les pays parmi les plus heureux, ce sont les pays du Nord, hein, je pense que vous le savez. Donc les quatre premiers, Finlande, Danemark, Norvège, Islande, et tout près, tout proche d'eux, il y a bien évidemment la Suède. Et regardez la France, hein, 24e en termes de bien-être, ce qui montre bien, alors que encore une fois nous sommes la septième puissance économique du monde, donc ce qui montre bien qu'il y a un décalage en fait entre le capital physique, entre la notion de matériel, hein, de produit intérieur brut, et puis le bien-être. Donc finalement il va falloir aller vers d'autres formes de capitaux, d'autres capitaux, pour pouvoir comprendre finalement la notion de bien-être clairement. Dernière chose là-dessus, hein, document 4, hein, que je vais vous laisser lire tranquillement chez vous, hein, PIB et bien-être. Donc là, on va seulement s'intéresser à la France. Deux indicateurs ici, hein. Un indicateur qui a été construit en 2002, qui s'appelle le BIP 40, en référence au CAC 40. Donc, on va essayer de mesurer à l'aide de 58 indicateurs à peu près l'évolution des inégalités économiques et de la pauvreté entre 1985 et 2005, et finalement on constate que sur la période, les inégalités, la pauvreté, alors j'ai dit inégalités économiques, c'est aussi les inégalités sociales, hein. Les inégalités économiques, sociales et la pauvreté en fait ont tendance à augmenter de 85 à 2005 en France, alors qu'encore une fois en 2005 notre produit intérieur brut était bien plus élevé qu'en 1985. Donc je réitère mes propos, l'accumulation du capital physique, l'augmentation du produit intérieur brut ne se traduit pas forcément par une augmentation du bien-être. Et là vous avez un autre indicateur un petit peu plus simple, hein, qui s'appelle l'indicateur de santé sociale, qui est fondé lui sur 17 variables, hein, contre 58 pour le BIP 40, pardon. Et donc, eh ben, regardez, hein, si on prend l'Île-de-France en termes de PIB par habitant, bien évidemment c'est la région la plus riche
de France, et en termes d'ISS, elle est seulement 15e, alors que si vous prenez le Limousin, hein, seulement 18e finalement en termes de production de richesse, mais par contre c'est la région où l'indicateur de santé sociale est le plus élevé. Conclusion de l'histoire, encore une fois, hein, le PIB n'est pas forcément synonyme de bien-être. Bien. Alors, deuxième forme de capital dont on doit tenir compte quand on parle de soutenabilité, c'est le capital humain. Alors ça, vous connaissez très très bien, hein. Donc le capital humain correspond à l'éducation, aux qualifications, aux compétences, aux connaissances, mais aussi, hein, je vous rappelle, à la santé, c'est-à-dire à l'hygiène de vie. C'est pas seulement les qualifications scolaires et professionnelles, c'est aussi l'hygiène de vie. Et donc ce capital, il est tout simplement incorporé, hein, au sein des individus, et il a ce qu'on appelle un coût de transfert d'un individu à un autre, notamment quand on parle de qualification. Il y a un coût de transfert de l'enseignant vers ses élèves, hein, par exemple. Euh, et donc, comment dire, cet investissement-là, il est fondamental pour une simple et bonne raison. Donc vous avez une explication, hein, du rôle du capital humain dans le document 5 ici présent. C'est qu'en fait, une population qui est plus éduquée, hein, par exemple, c'est une population qui va pouvoir aussi mieux éduquer les générations suivantes, et donc il va y avoir une accumulation du capital humain. La deuxième chose, c'est qu'une population plus éduquée, c'est une population qui est davantage sensibilisée au monde politique, à la citoyenneté, et donc qui est plus investi dans la vie politique et démocratique du pays. Euh, le niveau de qualification, généralement aussi, hein, se traduit par une diminution de la déviance. Et donc, qui dit diminution de la déviance, dit généralement, et notamment de la délinquance, hein, dit augmentation du bien-être. Et donc, finalement, plus on va investir dans le capital humain, plus ce capital humain va comment dire, s'accroître de génération en génération, hein, c'est la fameuse théorie de la croissance endogène, comme vous connaissez. Mais ça va permettre aussi plus de vie démocratique, moins de délinquance, moins de déviance, et donc un bien-être beaucoup plus important, et aussi accessoirement euh, une plus grande sensibilité au rôle de l'environnement dans les processus de production et dans la consommation, et donc une population mieux éduquée est aussi une population qui détruit moins, entre guillemets, de capital naturel, capital qu'on va voir juste après. Avant d'arriver au capital naturel, on va juste passer rapidement par le capital social et institutionnel. Donc en fait, les deux vont ensemble. Le capital institutionnel, c'est le capital qui regroupe des dispositions politiques, juridiques, hein, et donc institutionnelles. Et en gros, hein, pour faire simple, c'est les institutions, les normes, les valeurs qui vont réguler finalement le comportement des individus, organiser la vie sociale entre les individus. Et bien évidemment, ce capital institutionnel, s'il est important, c'est-à-dire qu'en gros, si les normes sont fiables, si les normes sont respectées parce que derrière il y a des institutions légitimes, en gros s'il n'y a pas de situation d'anomie, et ben finalement les individus vont avoir confiance les uns envers les autres, et ça va permettre en fait de développer le capital social, c'est-à-dire le réseau de relations personnelles qu'un individu peut mobiliser quand il en a besoin. Et plus le capital social est important, plus les liens de sociabilité sont forts, plus il y aura tout simplement de bien-être dans la société. Donc vous voyez, hein, le bien-être ne dépend pas que des conditions matérielles d'existence, il va dépendre aussi du niveau de capital humain, il va dépendre aussi du capital social et du capital institutionnel. Encore une fois, les deux sont liés, hein. Le capital social peut se développer parce qu'il y a de la confiance assurée par le capital institutionnel en fait. Et le dernier capital très très important, c'est le capital naturel. Le capital naturel qui en fait correspond euh, à tout ce qui est issu de la nature, hein, comme son nom l'indique. Il a trois fonctions, ce capital naturel. Une fonction de ressources, d'accord. Alors on verra après, hein, ressources renouvelables et non renouvelables. Il a une fonction d'absorption, hein, donc hein, chose que vous avez vue en sciences et vie de la Terre, c'est-à-dire qu'en fait, hein, quand vous respirez, vous allez euh, expirer du CO2. Ce CO2 va être capté, hein, par les arbres qui vont ensuite transformer ce CO2 en oxygène, et ça va nous permettre tout simplement de respirer à nouveau. Donc cette fonction d'absorption
c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais cette fonction d'absorption est bien évidemment nécessaire et essentielle à la vie. Et puis vous avez aussi une fonction de cadre de vie. La nature, vivre dans la nature, voir la nature en fait, tout simplement, ça apporte du bien-être. Voilà. Alors, ceci nous emmène hop, au document 2, la nature, un capital, document 2, page 128. Euh, Finalement, je vais juste faire un petit saut sur les questions, hein. Encore une fois, je vous laisse le lire tranquillement. Quelles sont les particularités du capital naturel? En fait, une des particularités du capital naturel, c'est qu'en fait, il peut être gratuit. Il peut être gratuit et vous allez voir, on va en parler quand on verra ce qu'on appelle la tragédie des communs. C'est-à-dire que par définition, une forêt, tout le monde, théoriquement, peut y avoir accès. Euh, la mer, tout le monde peut y avoir accès. Le sable également, etc., etc. Donc, normalement, il n'y a pas de coût en fait en lien à l'utilisation du capital naturel. Donc, ça, c'est quelque chose de très particulier au capital naturel et c'est ce qui va expliquer en grande partie en fait sa surexploitation. On y reviendra. Un petit peu plus tard. Et donc, quels sont les points communs par contre avec les autres capitaux dont on a parlé? Tout simplement, le capital naturel, il peut s'accumuler en fait. On peut investir dans ce capital pour le développer davantage, l'accumuler toujours plus et finalement obtenir plus de ressources et in fine avoir plus de bien-être. Voilà. Donc voilà, le capital naturel finalement a des points communs avec les autres, mais il a quand même une particularité, c'est l'idée de gratuité, en tout cas pour une partie de ce capital. Et donc ce que je voulais vous dire par rapport à l'idée de capital naturel renouvelable ou non renouvelable, en fait, hein, c'est que on pourrait partir du principe que seul le capital non renouvelable s'épuise. Hein, finalement, ce sont les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, etc. Ces énergies vont mettre, enfin, pardon, ces ressources vont mettre énormément de temps à se renouveler. Donc, on va considérer qu'elles sont non renouvelables parce qu'à l'échelle d'un homme, en fait, elles n'arrivent pas à se renouveler. Et donc, de ce fait, plus on va les utiliser, moins il y en aura, et puis au bout d'un moment, le stock sera vide. Voilà, donc là, on comprend assez vite pourquoi le capital naturel est en train de s'épuiser. Bon, prenons l'exemple du pétrole, hein, c'est probablement le plus célèbre. De l'autre côté, on a des ressources naturelles qui sont renouvelables. Et donc, par principe, si c'est renouvelable, on peut se dire, encore une fois, si c'est renouvelable, normalement, il n'y a pas un épuisement. Et en fait, si. Même les ressources naturelles renouvelables sont en train de s'épuiser pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne leur laisse pas le temps de se régénérer. C'est-à-dire qu'en fait, on exploite trop les ressources renouvelables, on ne leur laisse pas le temps de se reproduire, et donc de ce fait, il y en a de moins en moins. C'est le cas notamment des poissons, en fait. À force de pêcher des poissons, on diminue leur capacité à se reproduire, et finalement, il y en a de moins en moins. Alors on va voir encore une fois qu'il y a des solutions pour régler ces problèmes. Et avant d'arriver sur les concepts de soutenabilité faible et de soutenabilité forte, ce qu'il faut voir, c'est que donc l'épuisement des ressources renouvelables, parce qu'il y a une surexploitation, c'est ce que je viens d'expliquer, il y a un épuisement des ressources non renouvelables car le stock ne se reproduit pas. Par contre, ça va être important pour faire la transition. La notion d'épuisement, en fait, elle est relative. Hein. La notion d'épuisement est relative parce qu'en fait, les stocks vont dépendre des nouveaux gisements qu'on trouve et en fait on ne connaît pas l'ensemble des gisements notamment de pétrole disponibles et si on prend justement le pétrole comme exemple, le réchauffement climatique notamment en Arctique, hein, donc c'est-à-dire au nord, va permettre finalement d'avoir accès à de nouveaux puits de pétrole dont on n'avait pas forcément connaissance et surtout dont on n'avait pas accès parce qu'il y avait les glaciers. Mais vu que les glaciers fondent, magie de l'histoire, on a accès à de nouvelles réserves. Donc vous voyez, la notion d'épuisement, on peut donner des dates approximatives, mais finalement on n'est jamais sûr de rien. Et puis accessoirement, il existe aussi, et c'est ça qui va faire la transition, il existe aussi des techniques, des technologies, c'est pour ça que j'ai intitulé le titre ici épuisement et progrès technique. Le progrès technique va peut-être permettre finalement d'éviter l'épuisement du capital naturel. Si je reprends mon exemple des poissons, des poissons il y en a de moins en moins, sauf qu'en fait le progrès technique nous a donné accès à ce qu'on appelle l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons en fait, et
l'aquaculture en fait va tout simplement peut-être permettre de renouveler plus rapidement les ressources halieutiques et donc d'éviter que le stock de poissons disparaisse définitivement. Donc le progrès technique semblerait être un bon substitut finalement au capital naturel, et vous allez voir que c'est ce qu'on va voir après. Je vais m'arrêter pour cette petite vidéo, mais si je reprends mon schéma, en fait le capital naturel est peut-être en train de se déprécier, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins, mais le capital physique va pouvoir peut-être remplacer ce capital naturel, et donc la somme des capitaux va rester soit constante, voire même peut-être augmenter, si on part du principe que le capital physique peut remplacer assez largement le capital naturel, et donc finalement le problème de développement durable va être réglé finalement par le progrès technique, et notre bien-être continuera d'être présent. Donc ça, c'est une vision qui nous fait penser, qui nous laisserait penser que le modèle de croissance qu'on connaît en fait, fondé sur l'accumulation permanente du capital physique, ce ne serait pas un problème avec la protection de l'environnement, en tout cas avec la notion de durabilité. Euh, c'est une vision des choses, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et c'est ce que je vous expliquerai après.